Civiliens, civiliennes, bonsoir. Bienvenue à cette 14e rencontre civilienne qui clôture en quelque sorte une première saison de rencontres civiliennes. Michel et moi, comme chaque fois, nous avons le plaisir de vous accueillir à la fois en direct ou en streaming sur YouTube, en direct sur Zoom. Ça vous donne la possibilité de nous envoyer des messages. En streaming sur Zoom, ce n'est pas possible, mais vous pouvez poster des messages sur le forum civilien, bien sûr, sur le site civilien.net. Et aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir d'accueillir en régie Jérémy qui assure le lien avec les personnes qui arrivent dans la salle d'attente, qui nous rejoignent ensuite. Grand merci Jérémy pour ton aide aujourd'hui. Michel, c'est la 14e rencontre civilienne. Elle porte sur la monnaie de consommation. Mais il me semble que c'est aussi une rencontre qui a ceci de particulier qu'en effet, elle clôture, comme pour ainsi dire, un premier cycle qui a débuté en juin 2020. Et c'est l'occasion de faire émerger aussi une image d'ensemble vraiment d'éléments essentiels qui ont été posés peu à peu lors des dernières rencontres. Et donc aujourd'hui, cette image d'ensemble semble-t-il vraiment arriver à maturité. On va donc pouvoir donner un peu en quelque sorte des éléments de synthèse dont nous pourrons d'ailleurs aussi parler tous ensemble, cette fois-ci à microphone ouvert et caméra ouverte, le dimanche 4 juillet prochain. C'est le moment d'annoncer aussi que, outre la rencontre civilienne qui se tient aujourd'hui, au cours de laquelle Michel et moi, nous allons continuer à approfondir les sujets qui ont déjà été abordés jusqu'à présent, mais de manière, je dirais, plus synthétique cette fois-ci, en introduisant quand même aussi le concept de monnaie de contribution. Eh bien, la semaine prochaine, le 4 juillet, c'est à nouveau comme il y a quelques mois d'ici, un moment d'échange tout à fait libre que nous allons organiser, microphone ouvert, caméra ouverte, et nous vous invitons à vous inscrire pour ce moment de réflexion, de questionnement, de débat commun qui se produira donc d'ici une semaine seulement. Je me tourne maintenant vers toi, Michel. Tu nous as préparé d'ailleurs quelques images très parlantes, me semble-t-il, pour ce soir. Des images qui présentent, qui permettront à ceux et celles qui ne nous ont pas rejoints lors des dernières rencontres civiliennes de se remettre le pied à l'étrier malgré tout. Et peut-être que je te laisse la parole un peu pour introduire ces éléments de synthèse avant d'en revenir à la monnaie de contribution à proprement parler. Oui, je crois que c'est bien qu'on se situe par rapport là où on en est maintenant concernant les trois qualités de la monnaie sur lesquelles nous avons travaillé pendant plusieurs rencontres et de bien voir ce que chacune apporte spécifiquement. Donc, il s'agit de la monnaie de paiement, la monnaie de consommation, qui avec les dispositions que nous avons proposées, est une monnaie qui a une circulation. C'est la monnaie qu'on utilise tous les jours dans tous les achats que nous faisons, que ce soit les achats des entreprises entre elles ou les achats des consommateurs à des entreprises. Donc, cette monnaie de paiement, avec les dispositions et l'institut de monnaie de paiement que nous avons proposé comme nouvelle forme de service de paiement, c'est vraiment les deux caractéristiques, c'est que cette monnaie de paiement permet d'avoir une sécurité totale sur son compte bancaire, puisque les comptes des déposants sont traités en dehors du bilan de la banque. Ce qui fait que si la banque venait à cesser son activité ou à faire faillite, eh bien, dans ce cas-là, les comptes seraient transférés dans un autre établissement de monnaie de paiement et rien ne serait perdu. On n'est donc pas du tout dans les scénarios qui ont été imaginés par les différents gouvernements, notamment en Europe, d'un renflouement des comptes bancaires jusqu'à la concurrence de 100 000 euros pour les déposants. Ceci est devenu inutile puisqu'il n'y a pas de question de risque de disparition de nos dépôts dans les banques si on dépose son argent dans un institut de monnaie de paiement.
hein. Et la deuxième grande vertu de cette monnaie de paiement telle que nous la traitons, c'est-à-dire, je rappelle, c'est une monnaie qui est entièrement de la comptabilité, hein, et rien d'autre. Le deuxième avantage, c'est que nous n'allons pas dans la spéculation, c'est-à-dire que les instituts de monnaie de paiement n'auraient pas du tout la possibilité d'utiliser cet argent pour permettre la culbute habituelle, c'est-à-dire qu'avec 1 euro, on peut financer 10 euros grâce au tour de passe-passe qui est permis dans le système actuel. Et ceci est exprimé pour rappel parce que c'est lors des rencontres civiliennes 10 et 11 notamment qu'on entre vraiment plus dans le détail et où est explicité vraiment de manière plus approfondie la nature de cette monnaie et le caractère assez révolutionnaire en fait de ce concept lorsqu'il est vraiment bien compris. Je précise pour ceux et celles qui nous rejoignent qui n'étaient pas là lors des rencontres civiliennes précédentes, Michel. Oui, mais c'est bien, merci de le faire effectivement. Et donc, c'est en ayant ces dispositions-là qui sont proposées, hein, que nous pouvons commencer à faire en sorte que la monnaie utilisée tous les jours pour nos paiements quotidiens soit considérée de plus en plus comme une unité de compte et donc une comptabilité, et qu'elle soit démarchandisée, que la monnaie devienne démarchandisée. C'est la première étape. La deuxième étape étant concerne donc la monnaie de prêt, hein, qui permet une indépendance une indépendance du financement des projets économiques, des entreprises, une indépendance par rapport aux capitaux spéculatifs. Bien sûr, il faudrait relier ça à tout ce que nous avons dit sur la transformation du capital, dont on a parlé dans des rencontres précédentes, hein, et le fait que l'entreprise n'est plus détenue par des capitaux privés et donc n'est plus soumise à l'influence des détenteurs de capital qui veulent maximiser le profit qui leur sera versé. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques de la monnaie de prêt. Et la deuxième caractéristique, c'est le fait que on aura un prêt sans intérêt, puisque l'intérêt perçu lorsqu'on prête de l'argent, cet intérêt-là est le tout début de l'engrenage qui conduit à la financiarisation de l'économie. Donc, prêter sans intérêt, ça veut dire qu'à ce moment-là, les instituts de financement, comme on les appelle, doivent être eux-mêmes financés comme avec de l'argent public par le fait qu'ils accomplissent un service d'intérêt public, hein, un service public de la monnaie, puisque c'est une nécessité que l'on ait d'un côté un bon fonctionnement de la monnaie de paiement que nous avons vu tout à l'heure et également un bon fonctionnement de la monnaie de prêt. C'est aussi nécessaire, comme on le disait, qu'un bon réseau routier, un bon réseau téléphonique, etc. L'économie a besoin de ça pour pouvoir fonctionner. Donc on a besoin d'un bon fonctionnement de circuit monétaire qui distingue les trois qualités de la monnaie de paiement comme on l'a vu, la monnaie de prêt avec les instituts de financement, hein, et la monnaie de contribution dont nous allons parler aujourd'hui et qui va avoir au moins trois vertus principales. La première étant l'inversion de la financiarisation, et ça on va le détailler, montrer comment en fait c'est un renversement complet de la conception que l'on a de l'économie à partir du moment où on donne la dimension à l'économie non marchande et que l'on lui donne les moyens d'être financée
cette économie non marchande. Donc ça va nous occuper pendant toute cette séance. Et à partir de là, on verra comment on peut atteindre une équilibration de l'économie, alors que la financiarisation de l'économie telle qu'elle se pratique a comme principal inconvénient, c'est qu'elle nous fait vivre dans une économie qui est en permanence déséquilibrée par le fonctionnement, on pourrait dire, contraire à la vie que représente l'économie financière. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pouvait dire pour introduire ces notions. Bien sûr, il faut comme tu le mentionnais tout à l'heure, il faut se raccrocher aux autres rencontres civiliennes qui détaillent beaucoup des points que je viens de résumer assez rapidement. Alors maintenant, je crois que pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, il faut que l'on se mette en face de ce que j'appelle l'égalité fondamentale de l'économie. L'égalité fondamentale au sens technique ou mathématique du terme, ça veut dire que ce qu'on a à gauche du signe égal est égal à ce qu'on a à droite, où là, dans ce cas-là, ici, c'est la production qui apparaît au-dessus et la consommation qui apparaît en dessous. Donc, on voit représenté par deux anneaux, en haut, l'anneau de la production et en dessous, l'anneau de la consommation. Autrement dit, ces deux cercles, en réalité, ils doivent être égaux, puisque une entreprise bien gérée va produire ce qu'elle va vendre. À un petit différent près, un petit delta près, comme on dit. En principe, si l'entreprise connaît bien son marché, elle va produire à peu près ce qu'elle va vendre dans le mois ou dans le trimestre ou dans l'année. Et donc, ça veut dire que si les consommateurs achètent ces produits, ça veut dire qu'ils ont reçu l'argent qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Or, ça n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, puisque tout le secteur non marchand n'est pas suffisamment financé et ne reçoit pas l'argent, comme on va le voir, qu'il devrait avoir pour que les personnes puissent consommer au même titre que ceux qui sont dans l'économie marchande. Donc, oui. Ce qui peut se produire, Michel, donc ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas assez de consommation possible de certaines productions, donc il y a un déséquilibre, et je présume que parfois il y aurait assez d'argent pour certaines consommations, mais il y a une surproduction, ça peut se produire aussi. Par exemple, dans le domaine agricole, il y a une crise de surproduction dans différents secteurs de l'agriculture depuis des décennies. Ce n'est pas toujours qu'il y a un manque d'argent pour l'économie non marchande, mais on produit vraiment beaucoup trop par rapport aux besoins de la consommation. Oui, alors tout à fait, et ça c'est lié à d'autres aspects du dysfonctionnement de l'agriculture en particulier, lié bien sûr à des problèmes de la répartition des fonds européens d'un côté, et puis aussi de toute la question des engrais qui peuvent entraîner de la surproduction à certains endroits, et ce qui est complètement déraisonnable. Pourquoi mettre des engrais et arriver à une surproduction? Donc on a là un autre type de déséquilibre qui est lié au fait que l'agriculture est traitée comme quelque chose du secteur secondaire dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire du secteur de la production industrielle. On industrialise l'agriculture, et ça c'est un autre grand problème de l'économie. Mais si on arrivait à déjà réguler
enfin, empêcher que l'argent ne se dirige vers la financiarisation, alors à ce moment-là, c'est-à-dire l'économie virtuelle, hein, à ce moment-là, on pourrait commencer à rééquilibrer un certain nombre de choses. Et dans le cas de l'économie agricole, il s'agirait que le rééquilibre vienne par deux aspects. D'un côté, une réévaluation des prix de l'agriculture, d'arriver au prix juste, on pourrait dire, des denrées agricoles. Alors ça, c'est toute une énorme question, hein, qu'on ne peut pas traiter là maintenant. Et le deuxième aspect, lié à la question des prix, c'est que si les prix étaient des prix qui correspondent vraiment, les agriculteurs pourraient être rémunérés, leur exploitation pourrait recevoir le financement nécessaire par la vente des produits, et dans ce cas-là, ils pourraient engager beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de monde qui travaillerait dans l'agriculture avec des horaires qui seraient raisonnables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, pour les agriculteurs. Donc on a un grand dysfonctionnement là de ce domaine-là de l'économie agricole. Mais donc il faut traiter chaque question l'une après l'autre, hein, et là, si déjà on arrivait à amener une conscience de que deviennent les bénéfices de l'économie et comment ils vont aller vers l'économie non marchande, ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, on pourra résoudre une grande partie du déséquilibre. Alors, cette image qu'on a vue de la correspondance entre les deux cercles, c'est-à-dire le cercle qui est la production et le cercle de la consommation, cette correspondance entre ces deux cercles, elle est vraiment à ne pas perdre de vue. Si nous vendons tous les produits qui sont vendus dans un pays et qu'il n'y a pas assez d'argent à certains endroits, c'est que nous avons un problème d'affectation de la richesse produite et de la richesse dégagée par la production. On a un problème de comment on affecte ce surplus de richesse, et c'est-à-dire comment on affecte les bénéfices. Et à ce moment-là, si on se rend compte, ben oui, tout ce qui est produit est consommé dans un pays, donc ça veut dire que les gens doivent avoir l'argent nécessaire pour pouvoir consommer la production. Et dans ce cas-là, l'économie sera toujours équilibrée à un variant près, parce que l'économie doit toujours être rééquilibrée en permanence, mais dans un équilibre dynamique qui fait que à ce moment-là, on a les moyens de la rééquilibrer dès qu'elle commence à se déséquilibrer. Il s'agit plutôt, pour donner une image, de la démarche d'un funambule qui doit avancer pas à pas pour rester en équilibre, et il ne s'agit pas d'un équilibre statique, en d'autres termes. Voilà. C'est une très très bonne image, je trouve, et le funambule sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qui est nécessaire pour pouvoir rétablir l'équilibre dès qu'il y a un risque de déséquilibre. Et le problème, c'est que nous ne savons pas dans l'économie, et là encore, ça peut paraître très prétentieux de notre part de le dire comme ça, mais c'est, je crois, un fait qui est constaté par de plus en plus d'économistes, c'est que ce qui est enseigné dans les universités ne fonctionne pas en réalité dans l'économie. Il n'y a aucun moment où les schémas enseignés, les théories enseignées à l'université ne se révèlent en train comme fonctionnant réellement. Ça, c'est
de plus en plus vérifié par des économistes de pointe, et donc on peut se permettre d'énoncer ça ce soir. Hein, et, et ce qui me manque, c'est le fait de sortir des schémas habituels, de remettre en cause ces schémas, comme nous essayons de le faire depuis une année maintenant, aussi bien dans le domaine de la démocratie que dans celui de l'économie. Comme on l'a souvent dit, penser en dehors de la boîte, hein, c'est ce qui est le plus difficile dans les deux domaines de la démocratie et de l'économie. Donc il nous faut, c'est ce qu'on essaye de faire et on va continuer à le faire en pensant les concepts de base en fait de l'économie. Donc ne perdons pas de vue cette égalité fondamentale de l'économie, ces deux cercles qui normalement devraient se correspondre. Hein. Et peut-être regardons maintenant ce qui se passe avec l'économie non marchande. Hein. Et pour ça, c'est bien de situer où est cette économie non marchande, dont on parle en général en économie, mais qui est une des choses les plus méconnues qui soit, d'après ce que j'observe un peu partout, aussi bien dans les livres d'économie que dans les théories du Fonds monétaire international ou dans ce qui est diffusé dans les médias. Hein. Alors peut-être on a là sous les yeux un schéma que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais qui est assez utilisé en économie. Hein. C'est ce qu'on appelle les trois secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Alors le primaire, c'est en fait tout ce qui vient de la nature, ce qui est extrait de la nature. Je rappelle que la nature qu'on voit à gauche n'est pas considérée comme faisant partie de l'économie tant qu'on n'a pas extrait quelque chose de la nature et qu'on l'a transformé, c'est-à-dire que le travail humain s'est appliqué à la nature. Hein. Donc l'apparition de l'économie s'est faite à partir du moment où des êtres humains se sont spécialisés sur l'extraction ou la production de choses à partir de la nature. On sort quelque chose de l'ordre naturel et on y applique le travail humain qui va transformer le produit, le déplacer, le conditionner et le vendre. Hein. Donc là, on a le secteur primaire, et il y a bien sûr l'agriculture, mais aussi la viviculture, la pisciculture, l'apiculture, la sylviculture, hein, les forêts, les bûcherons, etc. Et on a aussi, bien sûr, ce qui vient du sous-sol, hein, les richesses produites par le sol et le sous-sol. Dans le secteur secondaire, nous avons la transformation de ce qui vient du secteur primaire, la transformation de l'alimentation, par exemple, la transformation du bois sous la fabrication de meubles, par exemple, mais aussi la transformation de la silice pour faire des composants électroniques, etc., etc. Donc on a là, on peut englober du regard tout l'artisanat jusqu'à la production industrielle la plus sophistiquée, comme on l'a dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est donc ce qui concerne le secteur secondaire. Et le secteur tertiaire, c'est celui des services. Et dans les services, bien, on a bien sûr, par exemple, le transport maritime, le transport ferroviaire, etc. Et les commerces, tous les commerces, les hôtels, les restaurants. Voilà, ensuite, on a les avocats, les comptables, les banques. Hein. Voilà, donc on a tout un panorama de services et vous pouvez remarquer que ces services utilisent de moins en moins de matière
et on va le voir un peu plus en détail sur la dia suivante, mais restons encore juste un instant sur cette dia pour voir que, en fait, peu à peu, on va voir que l'esprit humain, la créativité humaine va prendre une importance de plus en plus grande par rapport à la matière. Ça veut dire que un avocat, il utilise très très peu de matière pour produire ce qui est sa valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'il apporte lui. Hein. Sur la base des lois, par exemple, les lois, c'est bien sûr, il y a les lois dans un livre ou la législation qu'on peut trouver sur Internet, hein, mais le support matériel est très très peu important. Ce qui compte, c'est la connaissance que l'on a des lois et les capacités à trouver la façon de, par exemple, défendre un client. Et plus on va aller vers la droite du secteur tertiaire, plus on va voir que l'esprit humain prend le dessus et que le support matériel devient de plus en plus passe à l'arrière-plan complètement. Pensons par exemple à un chercheur ou un professeur, hein, un enseignant, un instituteur, etc., un professeur des écoles, comment ce qui compte, c'est ce qui va émaner de sa créativité propre et le support matériel est vraiment, dans ce cas-là, de plus en plus à l'arrière-plan. Donc on va le voir sur la dia suivante, plus en détail, avec juste quelques métiers caractéristiques. Hein. Donc, on voit ici ce qui va vers les services marchands sur la gauche, qui est en bleu grisé, les transporteurs, les commerçants, les informaticiens, les comptables. Hein. On est là déjà avec les informaticiens et les comptables dans quelque chose qui est à la limite. Hein. On est encore dans le service marchand, mais l'aspect de la créativité humaine, pensons à quelqu'un qui crée un logiciel, hein, il est extrêmement important, il prend le devant là-dessus. Hein. Et ensuite, on va avoir des services qui sont les services de l'État. Alors, je rappelle nos premières rencontres civiliennes où nous avons parler du fait que l'État avait un rôle exécutif extrêmement limité. Si on voulait avoir un État en bonne santé, une société en bonne santé, on devait confier la plupart des services fournis par l'État, ce qu'on appelle le rôle exécutif de l'État, devait être confié à l'initiative des citoyens et donc à la société civile. Et donc l'État n'avait pas à s'occuper, par exemple, de l'éducation ou de la santé, comme on le voit aujourd'hui. On voit bien les problèmes que ça génère quand l'État s'occupe de décider ce qui se passe au niveau de la santé, quelquefois même à l'encontre de l'avis du corps médical et des scientifiques. On voit bien tous les problèmes qui sortent maintenant comme vu sous un microscope. Hein, l'image est grossie de plus en plus. Donc il faut revenir maintenant à une vision de l'État où l'État est ramené à son rôle de législateur, hein, de faire les lois. Hein. Alors comment on les ferait, ça c'est une toute autre question qu'on n'a pas abordée encore. Hein. Et ensuite, le rôle exécutif de l'État, à ce moment-là, se limite considérablement. C'est quand la loi n'est pas appliquée, alors il faut que la police, par exemple, intervienne, le maintien de l'ordre, la justice, etc. Hein. Donc on va avoir une
une action, un service de l'État qui est un service non marchand. J'ai mis aussi employé de mairie pour donner un exemple, hein, que quelqu'un qui travaille dans une mairie a un rôle au niveau de l'État. Maintenant, ça ne veut pas dire que la mairie doit avoir la forme qu'elle a actuellement, où elle reconstitue en quelque sorte un État exécutif au niveau local, ultra-local, mais avec toujours la même conception du gouvernement unitaire qui s'occupe de tous les domaines, y compris du financement des associations, etc. On va voir qu'avec la transformation de l'économie non marchande dont on parle et la monnaie de contribution, il peut y avoir d'autres moyens de financer cette économie non marchande sans que ça passe, par exemple, par la mairie ou par le département ou par la région. Aucune allusion aux élections qui ont eu lieu aujourd'hui. Voilà, donc on voit en France, bien sûr, pas en Belgique, hein, les élections. Donc on voit les services de l'État, bien sûr, il faudrait détailler ça et voir les services de l'État qui seraient confiés à la société civile, mais qui seraient financés et qui seraient aussi avec de l'argent public, donc de la monnaie de contribution. Hein. Là, le panel est assez grand. Hein. Et alors, si on continue sur la droite, on a quelques exemples. Hein, dans le carré jaune, là, on a les médecins, les enseignants, les artistes, les chercheurs, hein, qui sont des métiers où on ne vend pas un produit directement. On a là une séparation totale, où on pourrait avoir là une séparation totale entre le revenu du médecin, par exemple, le revenu de l'enseignant, et la prestation. C'est-à-dire que le médecin ne vend pas un produit. Alors bien sûr, la façon dont c'est traité aujourd'hui avec le traitement à l'acte médical, hein, ou par exemple, comme ça a été à un moment donné une tendance dans le système suisse, où si le médecin serrait la main du patient, par exemple, c'était compté comme un acte. Hein. Et donc il y avait une facturation à l'acte qui allait jusque dans le détail. On a atteint, je crois, les sommets du ridicule dans ce domaine-là, qui est on pourrait dire une sorte de perversion de l'approche de ce qu'est le médecin, qui ne fournit pas un produit que l'on va acheter comme on va acheter une gomme ou un stylo dans un supermarché. De la même façon, l'enseignant, il ne va pas être payé s'il a bien enseigné le nombre d'heures qu'il faut et avec la qualité demandée. Alors oui, on va lui donner un petit bonus, un petit peu plus, etc. Le salaire de l'enseignant doit être totalement déconnecté, et on peut là voir que ce qui va définir le salaire d'un enseignant, c'est de quoi a-t-il besoin pour vivre et continuer le mois suivant et le trimestre suivant, etc. De quoi a besoin le médecin, de quoi a besoin l'enseignant, de quoi a besoin l'artiste et le chercheur pour pouvoir continuer chacun dans son domaine à faire les actes, les productions économiques qui sont les leurs, mais qui ne sont pas vendus en tant que production. C'est-à-dire que la façon dont revient la rémunération de l'enseignant ou du médecin doit être totalement différente de la production elle-même qui est faite par ces services-là. Comme tu viens de l'exprimer. Oh, pardon, Michel. Vas-y. Oui. Comme tu viens de l'exprimer il y a quelques instants, aujourd'hui, on est dans une situation mixte, pour ainsi dire. Si on prend l'exemple d'un professeur de musique, si c'est un professeur qui donne des cours privés, son revenu sera
encore dans un système finalement assez marchandisé, actuellement du moins, parce que s'il ne réalise pas certaines prestations, s'il ne donne pas cours de musique, eh bien tout simplement, il n'a pas de revenus. Tandis qu'il y a d'autres professeurs de musique qu'ils fassent des prestations ou pas, ils touchent un revenu. Si, par exemple, ils sont employés, enfin, ils travaillent dans le cadre d'une institution qui est une académie de musique, comme on les appelle en Belgique, leur revenu ne sera pas strictement dépendant, pas nécessairement en tous les cas, du nombre de cours de musique qu'ils ont effectivement donnés. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans le service non marchand à proprement parler, tel que tu l'as caractérisé. Or, aujourd'hui, en effet, on a souvent une espèce de mixité, comme dans le cas des médecins, là, qui sont payés à l'acte, où donc on a une conception marchande qui s'introduit dans une sphère de l'économie qui, par nature, serait plutôt non marchande. Si j'ai bien compris ce que tu disais. Absolument, et on voit les tendances qui sont à l'œuvre depuis les années 80 à peu près, hein, ces tendances à essayer d'introduire cette même logique que l'on a introduite par exemple chez les médecins, la, du financement à l'acte, hein. On essaye de l'introduire aussi dans l'enseignement, et dans l'enseignement de la musique, dans les écoles de musique, mais aussi dans les collèges, les lycées, dans l'enseignement primaire aussi, hein, où on essaie de plus en plus d'introduire cette notion de marchandisation. Et souvenons-nous des traités qui ont voulu être instaurés entre, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne, ou avec le Canada et l'Union européenne, par exemple, avec le CETA, hein, où on a cette tendance-là qui est amplifiée, hein, de traiter les choses à l'acte, hein, et non plus en dissociant, en disant voilà ce dont l'enseignant a besoin, et peut-être que tel enseignant il pourra au mieux fournir ses prestations s'il a 18 heures de cours, et tel autre enseignant, s'il en a 19, il sera tout aussi bien, et ça ne lui posera pas de problème de faire 19 heures de cours. Voilà, il y a beaucoup d'écoles où on ne compte pas à la minute près ce que l'on fait. Et si on est bien attentif à ce qui se passe quand on enseigne ou quand on est médecin, on ne peut pas se dire, tiens, voilà un patient qui rentre dans mon cabinet et ça fait donc 25 euros, 30 euros, 60 euros, etc., suivant le tarif, hein. Si le médecin est en train de soigner quelqu'un en réfléchissant comment le compteur tourne et comment les billets vont arriver, il n'est pas dans son acte médical. Je crois qu'il faut regarder ça vraiment dans la réalité la plus concrète qui soit. Si le professeur de musique indépendant dont tu parlais tout à l'heure, il est en train de se dire, voilà, maintenant j'ai gagné les 40 euros ou les 50 euros de ma leçon privée, s'il est dans cette mentalité-là, au lieu de se dire, mais de quoi mon élève a-t-il besoin, il est en dehors, il sort de l'enseignement, il n'est plus en train d'enseigner, il est en train de calculer. Et ça, c'est intolérable en réalité. Un enseignant ne supporte pas, un enseignant qui se respecte, il ne supporte pas d'être en train de regarder son portefeuille au lieu de regarder l'élève avec lequel il est. Ce sont des distinctions très importantes à faire, parce que si on porte à nouveau notre regard sur le schéma que tu as présenté, Michel, il y a quelques instants, quand tu as mentionné que dans une orientation, on va dire, une approche civilienne où la société civile prend beaucoup plus d'importance et c'est elle qui va prendre en charge une partie grandissante de l'exécutif qui est pris en charge actuellement par l'État, avec une approche de ce type, d'aucuns pourraient dire, oui, mais en fait, il s'agit d'une pensée néolibérale classique. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire autant que possible le rôle de l'État
uniquement à ses fonctions régaliennes, la police, la défense, l'ordre et ce genre de choses-là. Et pour le reste, chacun fait ce qu'il veut, et d'autant plus qu'on va marchandiser totalement justement la sphère de la culture, de l'éducation, etc. Or, ici, tu as bien montré qu'en fait, il ne s'agit pas justement de marchandiser ces sphères-là, mais de leur reconnaître leur caractère vraiment non marchand, qui sera géré en fait, et pas laissé, je dirais, dans une espèce d'état chaotique, qui sera géré par la société civile qui structure les choses et on verra plus tard, qui disposera des moyens financiers pour ce faire. Ça me paraissait important qu'on clarifie bien ces notions, qu'il n'y ait pas cette image faussée qui puisse apparaître, mais en fait, voilà, on est dans les postulats de l'économie néolibérale et pas du tout. Hein, mais toutes ces façons de penser requièrent certains approfondissements et certaines nuances qu'on apprend petit à petit en fait à faire. Merci de dire ça, c'est vraiment extrêmement important de faire cette distinction et en même temps ça peut permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet attachement à l'économie libérale. C'est qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas faux totalement dans l'analyse libérale, c'est-à-dire le fait que l'État n'a pas les compétences qu'il prétend avoir pour pouvoir réguler l'économie, ça c'est juste du point de vue les libéraux ont raison et ils peuvent le montrer à l'aide de beaucoup d'exemples que l'État n'a pas ces compétences-là. Mais ça ne veut pas dire que l'économie libérale, avec le capitalisme sauvage qui est derrière, a raison. Elle voit un symptôme de quelque chose de maladif dans la société en regardant ce rôle hypertrophié de l'État, mais les réponses qu'elle propose sont une accentuation de la maladie aussi. Et je crois que c'est important de regarder ce qui, du côté des libéraux ou du côté des sociodémocrates, par exemple, à quel endroit ils voient un problème, mais à quel endroit la réponse qu'ils proposent est totalement inappropriée. Et je crois que c'est seulement si on introduit certaines notions qui sont absentes de l'horizon des économistes, si on introduit ces notions-là dans leur horizon, à ce moment-là, on a la possibilité de sortir de cette opposition stérile entre sociodémocrates, libéraux, etc. Et il est clair que ce que nous voulons, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ce que tu disais avec ta remarque par rapport aux libéraux et qu'on peut étendre. Nous voulons, dans ce que nous proposons ici, dans le temps des civiliens, c'est ni ce qui va vers la sociodémocratie, ni ce qui va vers le libéralisme ou le néolibéralisme. C'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose, et il faut sortir de cette boîte, encore une fois, dans laquelle nous sommes enfermés par cette sorte d'opposition entre libéraux et sociodémocrates, ou même ultra-gauche, qui ne sort pas de la boîte, l'ultra-gauche comme l'ultra-droite. Il faut sortir complètement de cela. Oui. Je vous rappelle justement que vous êtes invité, vous qui participez en direct à la rencontre de ce soir, à ne pas hésiter à communiquer vos questions. Il y a un bouton discussion que vous voyez apparaître au bas de votre écran et je vous invite à nous communiquer vos questions auxquelles nous tenterons de répondre en fin de rencontre civilienne. Et justement, Michel, donc vient la question, si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que ça peut être? Et c'est ce que nous allons continuer à investiguer justement maintenant. Tu as évoqué un équilibre à atteindre entre économie marchande et économie non marchande et économie marchande. Ce serait peut-être le moment de creuser ça davantage. Tout à fait. Et on peut le faire déjà en voyant un premier schéma qui a été envoyé dans le mail de présentation.
c'est le fait que l'économie marchande tend à absorber complètement l'économie non marchande. Alors on le voit avec ce qui est en jaune, l'économie marchande telle qu'elle devrait être dans ce sorte de cercle avec un fond blanc, tout à fait à droite du schéma. Et on voit que peu à peu, c'est comme des boules qui seraient attirées sur la pente là, qui glisseraient et qui seraient absorbées dans l'économie marchande qui grossirait de plus en plus. Et ce déséquilibre-là, il est maladif, il est une des manifestations les plus maladives que l'on a actuellement de l'économie. Il faut donc se tourner vers le schéma de droite, où on donne à chacun de ces types d'économies sa juste place. C'est-à-dire que l'économie marchande soit à sa place, avec ce que contient l'économie en elle-même, et dans lequel, encore une fois, l'État n'a pas à intervenir. Il faut trouver d'autres manières et d'autres méthodes d'intervention pour que l'économie marchande soit en bonne santé, disons. Et ce qui est nécessaire, c'est le contrepoids que va apporter l'économie non marchande, comme on va continuer à le regarder. Donc, c'est le passage du schéma de gauche au schéma de droite, c'est ce que nous voulons essayer de réaliser maintenant avec ce qui va suivre et avec les dias qui vont suivre. Alors qu'on est aujourd'hui dans la tendance inverse qui est celle d'une marchandisation croissante de l'économie non marchande, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. C'est le schéma de gauche qui prédomine de plus en plus pour l'instant. De plus en plus. Et si on ne trouve pas les idées directrices, les idées clés de ce qu'est l'économie non marchande, on ne pourra jamais l'empêcher. C'est l'illusion des sociodémocrates et de ceux qui sont à l'extrême, plus à gauche et complètement à l'extrême gauche, c'est de croire qu'il faut renforcer le rôle de l'État pour empêcher cette marchandisation de l'économie. En fait, on le voit comment des schémas d'organisation des écoles, par exemple, sont de plus en plus des schémas issus du fonctionnement des entreprises marchandes, et que l'école devient un organisme de plus en plus organisé à la façon de l'économie marchande. Donc on introduit cette mentalité, et la gauche, quand elle est au pouvoir, par exemple en France, non seulement elle n'a pas la capacité d'empêcher cela ou de proposer autre chose, elle va dans cette direction de plus en plus, elle aussi. Beaucoup de gens en sont conscients, mais on essaye de résoudre ça à partir de rapports de force syndicaux, entre les syndicats d'enseignants, par exemple, et le ministère de l'Éducation en France. Mais ce n'est pas du tout le schéma, parce qu'on n'a pas enfin le schéma qui convient, parce que on n'a pas de notion de ce que serait une véritable économie non marchande. Et à cause de cela, on est bloqué. On pourrait dire que c'est un manque d'idées directrices dans le domaine de l'économie qui se fait de plus en plus sentir, et qui fait que, moi je dis souvent, sans s'en rendre compte, les syndicats qui veulent défendre le statu quo de l'organisation de l'école telle qu'elle est, notamment en France, mais pas seulement, ces syndicats font le lit de la marchandisation de l'économie à la façon néolibérale, parce que ça devient de plus en plus ingérable. Et pour le gérer, on croit que le remède, c'est d'introduire des notions qui viennent
de l'américanisation de l'école, on pourrait dire, telle qu'elle elle est en train de se préparer. Et regardons qu'elle s'est introduite en France dans le monde des crèches. Vous avez aujourd'hui des entreprises à but lucratif qui proposent des services et qui sont très bien considérés par toutes les instances comme faisant un service que l'État n'arrive pas à assumer complètement, puisqu'il y a un manque criant de places en crèche. Donc on a des, je ne vais pas citer de nom, mais on a plusieurs entreprises qui fonctionnent, on va dire à l'américaine, c'est rien contre les Américains, mais c'est les méthodes, hein, les méthodes de gestion des entreprises, c'est-à-dire on a une marchandisation de l'éducation qui s'est introduite dans le domaine des crèches et qui va continuer à gravir peu à peu jusqu'à arriver au baccalauréat et à l'université, où à l'université il y a déjà une bonne part de la marchandisation qui est à l'œuvre par le moyen des subventions par des entreprises privées de programmes de recherche dans le cadre de l'université. C'est pareil pour la Donc, réinsertion de prisonniers en Angleterre, par exemple. Hein. Il y a tout un système de social bonds, comme on les appelle, hein, qui sont des structures dans lesquelles on peut investir, littéralement investir comme dans une entreprise privée. On va acheter des obligations, etc. Et cet argent est ensuite versé à des organismes qui sont rémunérés en fonction de critères quantitatifs de réussite de ceci, de là, etc. Comme si on produisait, on fait des marchandises là aussi. Je ne rentre pas ici dans le détail, mais c'est en effet de plus en plus avancé pour l'instant. Oui. Donc ça c'est vraiment le schéma de gauche où on voit l'économie non marchande qui s'atrophie de plus en plus et qui est phagocytée par l'économie marchande. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se rendre compte de qu'est-ce qui est la spécificité de l'économie non marchande. On en a vu une partie avec le fait que on n'a pas un prix unitaire d'un objet comme par exemple fabriquer une montre ou une automobile ou toute autre chose qui vient de l'industrie, ou bien comme des services marchands, comme par exemple le transport d'une palette de marchandises vers une destination. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Avec l'économie non marchande, on n'a pas un prix unitaire de la prestation. Ça veut dire que la rémunération de celui qui est dans l'économie non marchande, elle doit provenir par un tout autre biais, et c'est ce qu'on appelle la monnaie de contribution, hein, qui est de l'argent public au fond. Hein. On va détailler ça après. Mais je crois qu'auparavant, il faut qu'on voit une autre caractéristique de l'économie non marchande, et qui est très très importante, c'est celle des valeurs de l'économie non marchande. Ah oui, je vois que tu as mis cette dia-là d'abord. Hein. Alors, disons peut-être un mot là-dessus, et on revient après sur la valeur. C'est que on voit ici un schéma qui illustre qu'avec le fonctionnement actuel de l'économie, on a le réel en bas qui est devenu tout petit. Vous savez que les échanges de l'économie réelle représentent entre 2 et 8% des échanges monétaires dans le monde chaque jour. Hein, et chaque jour, il y a 92 à 98% des échanges monétaires qui vont pour le virtuel, c'est-à-dire l'économie financière, la bourse, la spéculation monétaire, la spéculation immobilière, etc. Donc, on a la maladie de l'économie absorbe de plus en plus de quantité de monnaie au détriment de l'économie réelle. Et ce qu'il nous faut regarder,
c'est que en fait cette sorte de 8 debout que l'on a, hein, où on voit la sphère virtuelle qui est complètement le contraire de atrophiée, hypertrophiée, hein, cette économie virtuelle hypertrophiée, il faut que ce 8, hein, ce signe de l'infini et de la circulation permanente, hein, il soit renversé, mis à l'horizontale et qu'il soit le schéma directeur pour la circulation entre l'économie marchande et non marchande. Hein. Et on va le voir sur la dia suivante, alors, voir comment cette circulation entre entre ces deux domaines peut être faite. Non, c'est la dia. On a un petit problème dans les dias. Encore après, voilà. Ouais. Alors, oui, revenons peut-être juste la dia avant. Désolé, voilà, j'hésite un tout petit peu sur l'ordre où prendre les choses. Voyons d'abord cet élément-là, on va introduire cette notion-là, et ça nous permettra de comprendre l'autre schéma qu'on avait juste à l'instant à l'écran. Alors, que nous dit ce schéma? Il nous montre en bas la production qui peut prendre un certain temps. Hein, si on a des objets qui peuvent être produits très très rapidement par des machines à toute allure, hein, un stylo par exemple, hein, ça peut aller très vite la production d'un stylo. Une salade, ça met plusieurs mois, hein, à être produit. Hein, pensons aussi à du blé qui est semé en automne et qui va être récolté au mois de juillet par exemple. Hein. Donc la sphère de la production s'étend sur un certain temps, et c'est ce que nous montre la branche gauche de l'hyperbole, hein, qui est là. Hein. Et alors, on va voir que la branche droite de l'hyperbole, elle met un certain temps à redescendre, c'est-à-dire la consommation complète de l'objet. Une salade, ça va très vite à être consommé, tous les produits agricoles vont être consommés relativement vite. Bon, du riz, on va le consommer peut-être, on peut le stocker assez longtemps, du blé aussi, hein, mais donc on aura différentes courbes pour les produits agricoles, hein, mais qui iront un petit peu dans la tendance qu'on a matérialisée ici avec la salade, c'est-à-dire qu'on a une destruction totale de l'objet acheté, la salade, en un temps très court. Un vêtement, ça va mettre plus de temps. Alors, ça dépend aussi bien sûr des facteurs de la mode, hein, mais certains vêtements, même en dehors des exigences de la mode, vont mettre beaucoup de temps, voire quelquefois plusieurs années, à être totalement usés au point où on les jette. Hein. Donc la courbe de destruction du produit est plus lente. Le mobilier, c'est encore plus lent. Vous avez des meubles qui sont des antiquités, hein, qui sont restaurés, bien sûr, entretenus, mais qui ont une courbe de vie extrêmement longue. Une maison, alors c'est encore plus long, on a des maisons du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui bien sûr doivent être entretenues, mais faisons bien la différence. Quand la maison est construite, on a un acte économique qui est achevé. On a déjà parlé de cette notion-là. Hein. L'entretien, c'est un nouvel acte économique qui est fait pour refaire les peintures, rénover la façade, etc. Hein. Donc là aussi, il faut apprendre à bien distinguer entre ce qui est l'économie ancienne, c'est-à-dire la maison qui a une courbe de vie extrêmement longue, et l'entretien de la maison qui nécessite un renouvellement d'actes économiques de temps en temps. Mais globalement, on voit cette courbe qui peut s'étendre quelquefois sur plusieurs siècles si on est dans une
construction vraiment solide, quoi. Alors ça donne une indication de l'économie marchande fondamentale, hein. C'est que dans tous les cas, on arrive à une destruction totale du produit, sauf à le restaurer en permanence, hein. Et avec des produits de l'économie non marchande, comme la culture, comme l'éducation, comme la santé, comme l'art, etc., eh bien, on est là dans quelque chose de totalement autre, parce qu'on a une inversion de la courbe de vie du produit. Le produit ne se détruit pas. La valeur qui a été créée, si c'est une vraie valeur culturelle, par exemple, ou si c'est une vraie valeur médicale, de santé, si c'est un véritable acte médical, eh bien, la valeur va continuer à grandir. La valeur va continuer à grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'essaye, si par exemple, on enseigne à des élèves, comme on le fait encore trop souvent dans l'éducation, où on leur apprend des définitions, on leur apprend quelque chose de rigide, qui est fixe. Quand on dit par exemple que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, on introduit une notion qui fige une représentation, alors que les mathématiciens savent que le point de rencontre de deux droites parallèles est à l'infini, et que qu'est-ce que c'est l'infini? À ce moment-là, on se pose la vraie question, mais qu'est-ce que ça veut dire l'infini? Ou quand on dit par exemple qu'un cercle, c'est le lieu des points qui sont à la même distance d'un centre donné, on fige une certaine représentation du cercle qui ne peut plus bouger après. C'est très difficile de donner une autre approche du cercle. Par exemple, quand la nature fabrique des cercles et elle en fabrique en permanence, ou fabrique des sphères, hein, eh bien, elle ne se dit pas « je vais rester à la même distance d'un point donné ». La nature ne fait pas comme ça. Et c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons d'arriver à un cercle que de rester toujours à la même distance d'un centre. Je donne ça juste à titre d'exemple pour montrer que quand on procède par définition, on fige la représentation et la notion que l'on amène, le concept que l'on amène, ne peut plus évoluer, ne peut pas grandir. Ça peut sembler étrange de dire que la notion d'un cercle peut grandir, mais regardons la nature, regardons comment la nature fait des cercles, regardons les formes humaines, etc. Et on verra que partout, on voit des cercles ou des sphères, hein, c'est-à-dire une sphère, c'est un cercle dans l'espace, hein. On voit là des choses qui obéissent à d'autres lois que les définitions qu'on met dans la tête des élèves. Donc, il s'agit d'enseigner de telle façon que ce que l'on donne puisse grandir. Et un acte culturel, ce qu'on vit dans une pièce de théâtre, par exemple, il y a des pièces de théâtre qui peuvent vous inspirer toute votre vie, avec lesquelles on comprend des choses du monde, ou un roman qu'on va lire, ou une œuvre d'un grand classique de la littérature. Ça éveille en nous des notions qui vont cheminer et qui vont peut-être faire qu'à un moment donné, si je travaille dans une entreprise, je vais grâce à ça avoir une intuition de quelque chose qui va servir à l'entreprise et qui donc va arriver dans l'économie marchande, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Donc, si j'ai saisi le concept de la chose, ce n'est pas du tout comparable à la consommation d'une marchandise. La chose n'est pas détruite parce que je l'ai absorbée, pour ainsi dire,
Au contraire, c'est le germe de quelque chose à venir. Mm. Je ne sais pas encore quoi maintenant, mais il y a quelque chose, il y a un potentiel en fait qui peut croître sans limite en quelque sorte, contrairement à la Mm. consommation d'une marchandise où elle est détruite. Mm. Et ce qui peut croître est du domaine totalement impalpable. Parce que ça peut être par exemple un professeur qui vous aura marqué par son enseignement, par la façon dont il enseignait à l'école primaire ou au collège ou au lycée ou à l'université. Hein. Vous pouvez avoir un enseignant qui va, par sa façon dont il regarde la matière qu'il va vous enseigner, ou par la façon dont il va résoudre un problème de relation entre deux élèves aussi, par exemple, ça existe aussi. Hein. Par cette façon-là, il va déposer en vous quelque chose qui va grandir et qui va être un germe, comme tu le dis, de quelque chose pour le futur. Et même si nous décédons en tant qu'être humain, avant notre décès, de toute façon, nous sommes en relation les uns avec les autres et ce que nous aurons pu apporter dans la sphère, ce qui nous aura été apporté dans la sphère culturelle aura déjà pu être aussi, en tout ou en partie, transmis ailleurs à d'autres êtres humains. Et Nos oui. enfants, nos proches, peu importe, dans la vie sociale, dans la vie des entreprises, etc. Et oui, songeons à tout ce que peut faire l'éducation, mais la santé aussi, dans ce domaine-là. Prenons par exemple, si un médecin trouve, alors que vous avez une maladie professionnelle, hein, à cause de gestes répétitifs, de positions, etc., une maladie professionnelle sérieuse, et qu'un médecin trouve une façon de vous guérir, ou un thérapeute, un ostéopathe, ou hein, ça peut être pas seulement les médecins, ça peut être d'autres professions de santé. Hein. Comment ça peut vous guérir de ça, et que vous pouvez retourner à votre travail alors que sinon vous étiez handicapé à, à 50% ou à 60% ou à 100%, eh bien, vous pouvez retourner à votre travail et donc agir dans l'économie. Donc, vous êtes de nouveau quelqu'un qui va apporter quelque chose à l'économie. Et ça peut s'étendre si la guérison vous a permis de revenir dans le domaine économie alors que vous en seriez exclu, vous avez une contribution qui peut s'étendre sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et qui en plus ne coûte pas cher en termes de soins après. Alors que si vous étiez à l'assurance maladie pendant 20 ans, ça coûte à la société aussi. Hein. Donc on voit comment des choses qui viennent du domaine de l'économie non marchande peuvent inverser, si elles sont conçues comme économie non marchande, elles peuvent inverser la courbe de vie des prestations, et la prestation peut continuer à croître, à grandir et à venir enrichir l'économie marchande. Donc, en voulant absorber l'économie non marchande comme le fait l'économie libérale, en voulant la marchandiser, eh bien l'économie marchande scie la branche sur laquelle elle est assise. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de se détruire, parce qu'elle va détruire les capacités créatrices des êtres humains. Et on va arriver à un type de production de plus en plus stérile dans l'économie, et à des méthodes de travail, des méthodes de rémunération, etc., qui vont stériliser de plus en plus le domaine social. Il est donc fondamental que l'économie soit régénérée en permanence, l'économie marchande soit régénérée en permanence par l'économie non marchande. Et c'est ce que montre là le schéma, où l'on voit la production qui va générer des bénéfices, et ces bénéfices vont venir se déverser dans l'économie non marchande. C'est ce qu'on appelle la monnaie de contribution. La monnaie de contribution, en fait, elle se situe au croisement
au croisement des deux parties de ce 8, de ce signe de l'infini, ou la lemniscate comme on l'appelle, hein, on va avoir à ce croisement-là, l'argent qui vient des bénéfices des entreprises, cet argent-là va venir se déverser dans l'économie non marchande et il va devenir donc monnaie de contribution. C'est-à-dire qu'il devient argent public. Je rappelle que, et on va le voir tout à l'heure encore, que l'argent public, avant on l'appelait, celui qui donnait de l'argent public, on l'appelait le contribuable. Hein. Donc celui qui faisait des contributions à la société. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce terme plutôt que monnaie de don, j'ai repris ce terme de monnaie de contribution, hein, pour revenir à cette appellation d'origine. Donc on voit ici les bénéfices qui viennent et qui vont favoriser le développement de la créativité dans tous les domaines de l'économie non marchande. Et je rappelle que ça peut aller très très loin, cette chose-là. Prenons par exemple un gendarme qui trouve une façon de s'adresser à quelqu'un qui pourrait tout simplement punir. Pensant dans des quartiers sensibles, comment un gendarme pourrait être quelqu'un qui aide, au lieu d'être simplement répressif, il pourrait être quelqu'un qui aide à ce que celui qu'il faudrait verbaliser ait une autre attitude. Comment la police de proximité, comme on l'appelait, peut être quelque chose qui contribue au climat dans ce qu'on appelle les quartiers sensibles. Et ça va jusqu'à quelqu'un qui pourrait être verbalisé par un excès de vitesse, etc. J'ai vu des exemples comme ça, où ce que dit le gendarme peut avoir un effet sur vous qui fait que vous allez changer de comportement. Donc ça va dans tous les domaines de l'économie non marchande, même dans des domaines où, a priori, on penserait qu'il s'agit simplement de maintenir purement et simplement l'ordre. Je crois qu'on peut transformer aussi des domaines comme celui-là. Donc la créativité peut être favorisée dans tous les domaines de l'économie non marchande, et cette créativité, comme on l'a vu tout à l'heure, va devenir enrichissement pour la sphère marchande. Et on verra de plus en plus, et ça je serai prêt à prendre un pari avec n'importe tenant de l'économie néolibérale, que on va voir s'appauvrir les facultés de créativité qui permettent une économie humaine. Et on va voir de plus en plus une soi-disant créativité apparaître dans l'économie qui en fait entraînera une déshumanisation de la sphère sociale. Je pense que on peut assez voir de quoi il s'agit actuellement parce qu'on est déjà rentré dans ce domaine-là et on se focalise de plus en plus sur la création de valeurs qui ne vont pas forcément dans le sens d'une humanisation de la société. Donc, on a un urgent besoin de déconnecter la créativité et de lui donner véritablement l'existence indispensable auquel elle a droit pour qu'elle puisse se déverser vers une économie marchande qui corresponde à une humanisation de l'économie. Mais il y a une deuxième chose qui vient se déverser dans l'économie, et ça, je suis absolument étonné qu'on ne le voit pas, c'est le fait que si vous donnez les moyens à l'économie non marchande de vivre, si vous donnez des salaires corrects aux médecins, aux soignants, aux aides-soignants,
donc à toutes les professions de santé, à toutes les professions d'enseignement, aux artistes, etc., aux associations qui travaillent dans le domaine social, etc., à tout le domaine associatif. Hein. Si vous donnez à toutes ces personnes qui travaillent dans cette économie non marchande, si vous leur donnez les moyens d'exister, alors vous avez deux avantages à ça. Le premier, c'est que vous pouvez engager plus de personnel que vous n'en avez actuellement. Il n'y a qu'à regarder dans le domaine de la santé, c'est devenu ultra criant depuis la situation qu'on connaît avec la Covid. Donc, financer plus de postes dans les domaines où il y en a besoin. Dans le domaine associatif, combien d'associations pourraient créer des postes et engager des gens qui seraient très utiles au lieu de les mettre au chômage? Donc, on pourrait avoir une résorption du chômage par ce biais-là. Et les personnes, le métier d'enseignant pourrait être mieux rémunéré qu'il ne l'est par exemple en France, hein, alors que dans d'autres pays, les enseignants sont rémunérés à peu près au même niveau que dans l'économie marchande, hein, à des postes de cadre par exemple. Hein. Donc on pourrait beaucoup mieux rémunérer les gens qui travaillent dans l'enseignement, et de cette façon-là, on aurait comme ça apparaît sur le schéma bleu, on aurait des gens qui pourraient consommer davantage. Imaginez quelqu'un qui est au chômage, qui n'a plus que 70% de son salaire, par exemple, qui se retrouve engagé dans une association où il va retrouver un salaire plein et entier. Comment il peut dépenser à ce moment-là son argent, et c'est tout l'intérêt de la sphère marchande à ce que les gens puissent acheter les produits. Donc, de cette façon-là, on a un double avantage à financer l'économie non marchande. D'un côté, la créativité, ça c'est du long terme, la créativité qui va s'insérer dans l'économie marchande par la suite, et deuxièmement, la consommation immédiate, directe, chaque jour, chaque mois, hein, qui va faire que l'économie elle-même va vendre ses produits. Et à ce moment-là, on aura une adéquation complète entre les deux cercles qu'on a vus au tout début, le cercle de la production et le cercle de la consommation. Et la question, bien sûr, qui va se poser, mais alors, a-t-on l'argent suffisant pour ça? D'où va venir l'argent pour ça? C'était justement la question que j'allais te poser, parce que, en effet, c'est assez une question de bon sens, dans le fond, qu'il s'agit de donner les moyens à l'économie marchande de se développer pour la créativité et la consommation de ce que produit l'économie marchande, mais par quels moyens? Et le raisonnement classique, c'est il n'y a pas de moyens. Certes, c'est peut-être fondé au niveau de l'idée, mais ce n'est pas réaliste. Donc, quand les moyens sont insuffisants, il faut réduire l'activité de l'économie non marchande, alors que les besoins, ils sont considérables. Alors, comment faire, en effet, pour financer cette économie non marchande devient la question numéro un, une fois qu'on a compris sa nécessité pour un équilibre d'ensemble sur le plan social et économique. Mais comment la financer? Oui, ça c'est vraiment l'idée clé qui manque actuellement dans la réflexion économique, hein, et qui ramène toujours au schéma classique, qui est le schéma néolibéral, le schéma appliqué par le Fonds monétaire international quand il vient restructurer un pays, c'est qu'il va en premier diminuer
l'argent disponible pour l'économie non marchande, donc restreindre les budgets de la santé, restreindre les budgets de l'éducation, restreindre le financement des associations sociales et culturelles, etc. etc. Donc on va vers une tendance à atrophier le non marchand en disant qu'il coûte à la société. Alors que ce qu'on vient de voir justement, c'est que le non marchand rapporte à la société. Donc, je suis vraiment étonné qu'on raisonne comme ça, mais on va pouvoir le comprendre très vite dans un instant. Hein. Pourquoi on a cette idée fixe qu'il faut réduire la sphère non marchande lorsqu'on veut restructurer la dette, par exemple, d'un pays, hein, dette accumulée par l'État, hein, parce que l'État a trop financé l'économie non marchande. Il a été trop prolixe, il a trop dépensé d'argent, hein, et il a accumulé de la dette. Alors maintenant, le seul remède qu'on trouve, c'est de dire il faut créer encore plus de dettes. Ça, c'est le nouveau schéma à la mode, complètement aberrant, hein, qui dit comme les taux d'intérêt sont très bas, continuons à créer de la dette pour pouvoir continuer à financer les services de l'État et que l'État continue d'arroser comme il le fait en s'endettant de plus en plus. Ce qui permet de préciser que l'argent de contribution n'est pas de l'argent de prêt, justement, dans lequel il n'y a pas un endettement supplémentaire, c'est de l'argent qui est versé, mais sans un retour, un remboursement requis. Ouais, il y a aussi une autre objection, d'ailleurs, c'est celle de l'imposition. Hein. Même lorsqu'il n'y a pas lieu de réduire nécessairement l'économie non marchande, nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut cesser de la financer autant ou de plus en plus parce que nous sommes déjà écrasés par des impôts. Or, là aussi, il va falloir clarifier quelles sont ces sources de financement qui ne seraient pas l'impôt tel qu'il est conçu jusqu'à présent, justement. Eh bien oui, puisque au fond, ce que nous proposons, c'est de... Je vais le dire, mais en corrigeant tout de suite ce que je vais dire, hein, c'est d'augmenter l'impôt, mais pas à la façon dont on impose en ce moment. C'est-à-dire que ça passe par le canal de l'État qui n'est pas le mieux placé pour utiliser l'argent public. Il y a un gâchis énorme d'argent par l'impôt. Mais il faudrait arriver à se dire, mais puisque les États sont obligés de s'endetter, c'est qu'au fond, il n'y a pas suffisamment d'argent qui va vers les services publics. Alors, ça peut venir du fait que les services publics sont gérés par un État qui n'a pas les compétences pour les gérer, et donc qui gaspille de l'argent. Je pense que, par exemple, le coût de gestion de l'éducation pourrait être ramené à 10 ou 20% de ce qu'il est actuellement si on gérait autrement, si on gérait avec l'éducation avec ce que j'appelle les écoles de la société civile, dont j'espère on parlera dans une prochaine émission civilienne, mais le coût de gestion de l'éducation pourrait être 5 à 10 fois moins grand que ce qu'il est actuellement. Donc il y a un gaspillage, une dilapidation de l'argent public parce qu'on confie à l'État avec tout son armada de fonctionnaires et de soi-disant contrôle du fonctionnement du système qui coûte extrêmement cher, qui est de l'argent mal utilisé. Ça c'est une chose. Mais même si on diminuait ça, on n'aurait pas suffisamment d'argent pour financer l'économie non marchande. Ça veut dire qu'il faut davantage d'argent de venir des bénéfices et d'une autre chose dont je parlerai après. Donc on doit avoir, c'est-à-dire que tout l'argent qui part vers la sphère spéculative, il doit aller vers la monnaie de contribution, c'est-à-dire devenir monnaie de contribution, donc argent public, mais géré par la société civile. Ce qui veut dire que les
bénéfices des entreprises, les résultats de l'entreprise doivent être redistribués. Et ça nous ramène à un schéma que nous avons vu dans, je crois que c'était la rencontre civilienne sur le capital, peut-être la rencontre 7 ou 8, je ne sais plus exactement, hein, où on a parlé de la répartition du résultat de l'entreprise vers ce que j'appelle les 7 facteurs qui créent ce résultat. C'est-à-dire que le résultat d'une entreprise n'est pas créé simplement par l'apport des capitaux, comme le pense la théorie capitaliste classique. Hein. Il n'est pas simplement créé le résultat par ceux qui travaillent dans l'entreprise. Il faut aussi beaucoup d'autres choses pour que l'entreprise puisse être en situation où elle produit ce qu'elle veut produire. Et donc, ces facteurs sont au nombre de 7 et ils comportent énormément de contributions qui viennent de l'ensemble de l'économie. Alors, on a bien sûr les collaborateurs de l'entreprise, mais on a aussi les fournisseurs. Je redétaille pas cette chose-là et je vous renvoie à l'émission qui traite de cette question beaucoup plus en détail, hein, mais les fournisseurs, les distributeurs et les clients font partie. Sans eux, l'entreprise n'a aucun résultat. Si elle n'a pas des bons fournisseurs et pas des bons distributeurs, et si elle n'intéresse pas ses clients, voilà, elle ne vend rien, donc elle ne produit rien non plus, et donc elle n'a pas de résultat. Hein. Mais les services sociaux, l'éducation, la formation, la recherche, la culture et les arts, les infrastructures de l'État sont indispensables pour que le résultat de l'entreprise puisse apparaître. Ça veut dire que le résultat de l'entreprise, il appartient à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la sphère sociale, et donc il doit être réparti vers ça. Et une partie va vers les collaborateurs, une partie va être redistribuée sous forme de remise, par exemple, aux clients, une partie va financer la recherche, le développement et l'autofinancement. Hein. Mais ça, c'est toute la partie gauche des 7 facteurs, ce qui est en bleu et en violet. Mais la partie droite, ce qui est avec les flèches vertes, hein, c'est tout ce qui a à faire avec l'économie non marchande et c'est ce qui vient des résultats de l'entreprise qui va financer cela. En grande partie. Il reste aussi un autre aspect, parce que si on avait tout ça, et ça comprend aussi les taxes là-dedans, hein, il faut bien penser que tous les taxes, la TVA, etc., c'est au fond, la TVA, c'est inclus dans le prix de vente. Hein. Donc, c'est considéré comme de l'argent public qui transite par l'entreprise. On pourrait aussi le faire apparaître sous forme de résultat de l'entreprise qui ensuite est imposé. Donc, globalement, si on calcule dans le résultat d'entreprise ce qui va vers les impôts et les taxes, et qu'on dit, voilà, tout ceci doit devenir, tout le résultat de l'entreprise doit devenir argent public, alors on a une grande partie du financement de l'économie non marchande, sous forme de monnaie de contribution. On a aussi, n'oublions pas, ce dont on a parlé lorsqu'on a évoqué le fonctionnement des comptes de monnaie de consommation, de monnaie de paiement, et le vieillissement de l'argent. Donc, les 10% qui seront prélevés sur le vieillissement de l'argent chaque année, l'argent qui est stocké et qui ne sert à rien, qui reste sur un compte d'épargne et ne sert à rien, cet argent qui est stocké, qui est taxé, on va dire, de 10% chaque année. Donc ça aussi viendrait faire le financement
de la monnaie de consommation. Mais les deux cercles dont on a parlé au début, le cercle de la production et le cercle de la consommation, ne se superposeraient pas encore tout à fait, parce qu'il manque encore un autre point, et ce point-là, il est traité dans la quatrième branche de la croix de l'économie qu'on a évoquée à plusieurs reprises, hein. C'est ce qui concerne le foncier et l'immobilier. C'est-à-dire tout l'argent qui va dans le foncier et l'immobilier. Songeons, on l'a évoqué, songeons par exemple à un logement qui est loué pendant 50 ans, 60 ans. Il est donc financé 3 fois par les locations. Alors bien sûr, il faut déduire les frais d'entretien du logement, mais 90% de l'argent qui va vers les loyers sert à payer 3 fois le même logement, c'est-à-dire on paye 3 fois la même prestation. Et le coût pour l'économie est énorme. Ça veut dire que le loyer qui doit être inclus dans mon salaire, il est forcément, le loyer que je paye, il est forcément dans mon salaire, inclus dans mon salaire, puisque c'est avec ça que je paye mon loyer. Regardons l'argent. Si les salaires diminuent de entre 20 et 30%, le coût à peu près des loyers dans le revenu d'un ménage, si le salaire diminue de 20 ou 30% parce que j'ai plus à payer mon loyer ou les intérêts de la maison que j'achète, ce qui revient aussi à peu près au même, eh bien, si mon salaire diminue grâce à ça, le résultat de l'entreprise est augmenté d'autant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une superposition des deux cercles, des deux anneaux qu'on a vus au début, hein, l'anneau de la consommation, l'anneau de la production. Ces deux-là peuvent réellement se correspondre. Ça veut dire qu'il y a assez d'argent pour payer l'économie non marchande. Il n'y a pas un manque d'argent du tout. Il faut simplement faire la chose indispensable, c'est de prendre les mesures de transformation du capital et du foncier immobilier pour qu'il y ait plus d'argent qui soit fourni à l'économie non marchande et qu'à partir de là, l'économie non marchande puisse apporter ce qu'elle peut apporter à l'économie marchande sous forme de créativité à long terme et à court terme, sous forme d'une consommation mieux répartie et donc une production qui correspond aux besoins de la population. Et on pouvait en effet déjà le constater, rien qu'avec l'image qui a été présentée tout à l'heure, où on voit que l'économie virtuelle est hypertrophiée. Si elle est hypertrophiée, c'est qu'il y a de la monnaie en quantité considérable qui circule dans cette économie qui ne correspond pas au réel. Et donc, en effet, par les dispositions qui ont été évoquées ici ou lors d'autres rencontres civiliennes, si ces dispositions sont mises en application, on trouve les moyens pour l'économie non marchande. Absolument. Ce qui ne veut pas dire que nous avons d'ailleurs déjà évoqué toutes les pistes. Il y en a encore d'autres que nous évoquerons peut-être lors de prochaines rencontres civiliennes. Ici, on a évoqué l'essentiel, le principal, mais il y a encore des pistes qui sont complexes, enfin pas complexes, mais qui sont culturellement peut-être plus difficiles à entendre, hein, quitte aussi du patrimoine qui a été accumulé par une personne au cours de son existence et lorsqu'elle vient à décéder, par exemple. Hein, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de comprendre qu'il y a là aussi de quoi financer l'éducation des générations à venir, par exemple, hein, et davantage qu'avec les dispositifs existants actuellement. Donc, c'est donc pas une impossibilité, c'est plutôt une question de prendre le taureau par les cornes et vraiment rentrer dans une compréhension à la fois approfondie et puis de trouver les dispositifs au cas par cas qui vont permettre de faire circuler l'argent
en quantité voulue vers l'économie non marchande. Ce qui ne signifie pas que, je présume, Michel, un jour peut-être pourrait se produire le fait que l'économie marchande est vraiment hypertrophiée par rapport à une économie marchande atrophiée. Ce n'est pas du tout le cas pour l'instant, hein, mais Mm. en somme, on a bien parlé du funambule tout à l'heure, il faudra toujours trouver un équilibre. Toujours, 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 toujours. Et ça nécessitera des passages pour les gens qui sont actifs, qui sont dans la vie active, ça nécessitera des passages d'un domaine à l'autre. Et ça, ce sera extrêmement riche pour les deux domaines. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'économie non marchande, qui viennent travailler dans l'économie marchande, et réciproquement. On devrait avoir beaucoup plus de circulation de l'activité des gens d'un domaine à l'autre. Et ça, ce sera très riche du point de vue de ce que ça pourra apporter comme façon de voir, comme créativité dans chacun des domaines. Comme nous approchons, Michel, hein, tout doucement de la fin de notre rencontre, y a-t-il des éléments clés qui sont encore à communiquer justement maintenant au sujet de la monnaie de contribution? En tous les cas, on voit bien beaucoup mieux maintenant pourquoi elle joue un rôle considérable, cette monnaie de contribution, comment elle va permettre d'équilibrer économie non marchande et économie marchande. Et y a-t-il peut-être encore quelques éléments clés, quelques concepts clés à communiquer? Alors, peut-être juste une chose qu'on peut encore mentionner, c'est le fait que, comme dans le cas de la monnaie de paiement et dans la monnaie de financement, il faudra aussi imaginer des institutions qui géreront cette monnaie de contribution. Donc, dans le cas de la monnaie de paiement, on a les instituts de monnaie de paiement ou de monnaie de consommation. On a pour le prêt les instituts de financement. Et là, il faudrait parler des instituts de monnaie de contribution. Moi, je propose l'appellation fonds de monnaie de contribution, hein, qui seraient des sortes de fondations, si on veut, hein, mais des fondations qui n'auraient pas de l'argent qu'elles placeraient sur les marchés financiers, ce qui ne fait qu'introduire, que prolonger la maladie de l'économie, hein, mais des fondations ou des fonds de monnaie de contribution qui seraient chargés uniquement d'un côté de collecter la monnaie de contribution et d'un autre côté de la répartir en fonction des projets qui leur seraient soumis, avec bien sûr des règles de fonctionnement et des clés de répartition qui seraient définies pour que des fonds de monnaie de contribution situés par exemple dans un quartier très riche ne puissent pas disposer de plus d'argent que un fonds de monnaie de contribution qui serait dans un quartier défavorisé. Là, il y a des règles qui sont finalement relativement simples, mais qui seraient à prendre. Oui. Est-ce que ces fonds ne feraient pas quelque part simplement reproduire la fonction redistributive des États? Cette fonction existant déjà, on pourrait se dire, mais pourquoi alors créer des fonds de monnaie de contribution? Pourquoi pas continuer de fonctionner avec les États tels qu'ils existent actuellement, qui ont notamment ce rôle de répartir et de redistribuer certaines richesses, et laissons l'arbitrage aux hommes et aux femmes politiques. Quel peut être l'intérêt de créer ce genre de structure-là en lieu et place? Alors bien sûr, Et, nous ici, on est dans une démarche civilienne, on dit c'est à la société civile de jouer ce rôle-là. Mais pourquoi la société civile plutôt que les hommes et les femmes politiques? eh bien, la société civile pourrait justement, c'est peut-être là que la civilianité va devenir prendre son aspect le plus concret. Hein. Ça veut dire qu'au fond, comment se ferait cette collecte des fonds de monnaie de contribution? Elle ne passerait pas par le circuit de l'État classique, l'État unitaire, par les services des impôts, etc., qui anonymisent totalement
l'argent, qui le met dans un pot commun et qui est redistribué après par des moyens qui posent énormément de questions. En réalité, la monnaie pourrait aller directement du civilien vers le fonds de monnaie de contribution. Je vais juste, parce qu'il est déjà tard, prendre un exemple. Supposons qu'on ait défini au niveau d'un pays les clés de répartition de la monnaie de contribution et qu'on dit il y a tant de pourcents qui va vers la recherche. Alors quelqu'un, un civilien, pourrait dire, eh bien moi, la part de ce que je paye sous forme d'impôt pour la recherche, je vais l'affecter à tel ou tel organisme de recherche. Alors il pourrait dire, par exemple, ben moi je veux financer la recherche qui va vers les OGM. Ou alors il pourrait dire, moi je vais financer la recherche qui va vers des choses qui ne veulent pas les OGM. Rendons-nous compte du pouvoir que l'on aurait en tant que civilien si l'on avait la possibilité de faire ça. On aurait le meilleur bulletin de vote qui puisse exister au monde. C'est-à-dire qu'on pourrait directement affecter l'argent là où on trouve en tant que civilien qui se pose des questions, qui réfléchit, on pourrait directement l'affecter là. Celui qui ne veut pas se poser de questions, eh bien, il pourrait le mettre dans un fonds commun. Un fonds dédié à la recherche, mais commun, pas orienté vers un but spécifique. Celui qui voudrait financer un type d'éducation, il pourrait le faire lui-même en tant que civilien, ou s'il ne veut pas se poser les questions là-dessus, il le fait à un fonds dédié à l'éducation qui ensuite le répartira sous une forme ou sous une autre. Donc, il faut se rendre compte qu'on pourra avoir une civilianité active et non pas une citoyenneté par délégation, une citoyenneté passive comme on l'a aujourd'hui. On veut que les citoyens, citoyennes, eh bien, faisons-le. Faisons-le en ayant une monnaie de contribution qui soit où le civilien, non pas le citoyen passif, mais le civilien actif, commence à se poser des questions. Donc il va devoir réfléchir. Il va se dire, mais pour l'éducation, qu'est-ce que je veux? Pour la santé, qu'est-ce que je veux? Quel type de santé? Quel type d'éducation? Quel type d'art je veux? Etc. Quel type d'association qui œuvre dans le domaine social je veux? Donc le citoyen va commencer à réfléchir par lui-même. C'est très dangereux, hein, ce que je suis en train de proposer là. Hein. C'est très grave. C'est grave. Hein. C'est comment on dit ça? Subversif. Pernicieux. C'est subversif, oui, voilà. C'est très subversif. Hein. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et je crois qu'on a besoin de ça. On ne peut pas avoir des discours comme on le fait, allez, venez voter, etc. On a eu en France, au premier tour, je n'ai pas regardé les résultats là maintenant, mais au premier tour, on a eu 66% d'abstention. C'est quand même un message fort envoyé. Maintenant ça suffit. C'est fini cette citoyenneté dont on nous parle. Et on nous dit, allez, soyez des citoyens, faites votre devoir de citoyen, venez voter, etc. Mais non. Je crois que nous pouvons préciser que de tels changements aussi se font étape par étape progressivement. Bien sûr, ça pourrait aussi faire très peur à des responsables d'institutions dans le secteur de la santé ou de l'enseignement si brusquement, en une fois, de telles dispositions étaient mises en place de manière radicale partout. Il est évident que ça se fait étape par étape et que même pour chacun et chacune d'entre nous, en tant que civiliens et civiliennes, c'est un processus qui prendra du temps aussi.
pendant tout un temps, je n'aurai sans doute pas la possibilité individuellement de réfléchir au fléchage de ma contribution dans tous les domaines à la fois. Je commencerai par certains domaines que je connaîtrai mieux, dans d'autres cas, je les laisserai à des fonds communs. Hein. Mm. Donc, il faut aussi voir ce processus avec son évolution dans le temps qui se fait progressivement en fonction de notre maturation. Mais au moins, cette possibilité-là, l'enjeu, c'est qu'elle se concrétise, qu'on n'en reste plus à cette passivité dans laquelle nous sommes confinés actuellement. C'est le cas. Ça, c'est un vrai confinement, pour Mm. Ah oui, parler aussi. Oui. oui, oui, c'est bien dit ça. Oui. Michel, avant qu'on passe aux questions, il n'y en a qu'une seule, et puis nous allons clôturer. Est-ce qu'il y a, enfin, sont des points capitaux. Bien sûr, encore une fois de plus, nous sommes tous frustrés, je pense aussi bien les personnes qui nous écoutent que nous-mêmes, par rapport à l'immensité de tout ce qu'il faudrait clarifier, etc. Donc, on ne peut jamais que porter notre regard sur certains éléments et encore de certains points de vue. Est-ce que néanmoins, il y a quelque chose que tu souhaiterais encore compléter ou ajouter avant d'aller vers la clôture et avant d'aller vers les questions? Non, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. On peut prendre la question, puisque tu dis qu'il n'y en a qu'une, et puis voir comment on répond à ça, si on peut y Voilà, c'est très répondre. variable d'une rencontre à l'autre. La fois passée, il y en avait plus d'une dizaine. Peut-être, oui, 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 excuse-moi. Oui, je voulais juste dire, peut-être on peut rappeler que aussi les questions peuvent être posées après coup. N'hésitez pas à poser des questions sur sur le site euh, à l'épisode qui correspond, à l'émission qui correspond, ou d'une façon générale, vous pouvez poser des questions et on s'efforce d'y répondre en fonction du temps voilà. disponible. Nous ne répondons pas dans les 24 heures, mais nous répondons. Maintenant, on répond en tous les cas. Même, ça peut Oui, prendre parfois un peu de oui, temps. non, non, on s'engage à ne pas répondre dans les 24 heures. Alors, voici une question qui a été posée ce soir. Sans le secteur associatif non lucratif, pourrait-on dire que les bénévoles participent sans le savoir ou malgré eux à la reproduction du système qu'ils critiquent? Donc la question serait, pourrait-on dire que les bénévoles participent sans le savoir ou malgré eux à la reproduction du système qu'ils critiquent? Ah ouais, ça, c'est vraiment une très très bonne question alors, hein, parce Ah oui, que donc c'est le mot dans qu'il fallait mettre. Dans hum, le secteur associatif non lucratif, pourrait-on dire que les bénévoles participent sans le savoir ou malgré eux à la reproduction du système qu'ils critiquent? Il y avait une petite erreur de formulation, ça c'est la formulation correcte. oui, 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 alors je trouve ça, c'est bien vu, quoi, hein, de soulever cette question, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on essaye, comme, comme disons, cette partie de l'économie non marchande est non finançable, ou insuffisamment finançable, euh, on, on introduit les courants néolibéraux introduisent la notion du bénévolat comme étant intégré à l'économie non marchande. Et ça, c'est très pernicieux, quoi. Je veux dire, au lieu d'aborder les vraies questions, on détourne la chose en disant ben, vous n'avez qu'à être bénévole. Et vous avez un Jeremy Rifkin, par exemple, quand même une personnalité qui réfléchit, une personnalité intéressante, hein, qui a écrit des ouvrages qui, par certains côtés, ont beaucoup de fond, hein, mais qui promeut cette idée-là. Il est un des premiers promoteurs de cette idée que, en fait, pour résoudre le problème, il faut tout simplement du bénévolat. C'est une façon de presque rire au nez de, de ceux qui souffrent actuellement du chômage et du sous-paiement ou du sous-financement des associations qui n'en peuvent plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bénévole. Bien sûr, si on veut être bénévole, euh, on le fait et c'est très bien. Il ne s'agit pas de dire non au bénévolat, mais le prendre comme un mode de financement, eh bien,
effectivement, comme le dit ce civilien qui a posé cette question, qui était déjà une affirmation presque, la question, hein, c'est de dire, ben oui, on, en entrant dans ce système du néo-bénévolat, j'emploie ce terme-là, hein, du néo-bénévolat, on, on, on soutient en fait la prolongation du néolibéralisme avec la meilleure des bonnes volontés sans s'en rendre compte. Donc je crois qu'il faut mettre les choses à leur place et dénoncer ce néo-bénévolat comme une imposture totale. Il y aura encore d'autres choses à dire par rapport au bénévolat dans la sphère marchande cette fois-ci, qui est aussi évoquée comme étant une façon qui permet de combattre le néolibéralisme. Et je ne vais pas exposer ça ce soir, ça nous amènerait un peu trop loin, mais il y a en effet des modèles commerciaux qui s'appuient sur le bénévolat au sein même d'entreprises marchandes commerciales comme méthode pour favoriser, et l'intention est excellente, hein, ceci étant dit, favoriser par exemple des circuits courts, une agriculture plus paysanne, en fait faire baisser le prix qui sinon devrait être payé normalement pour rendre certains produits accessibles à des consommateurs, quoi. C'est Tu veux aussi un parler trace de par exemple, tu veux Comment? parler, si on peut prendre juste 2 minutes là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu veux parler par exemple des coopératives de distribution alimentaire ou de choses comme ça, par exemple ou... Ça existe dans certaines coopératives de distribution alimentaire, notamment à Paris ou à New York, hein. À Paris, on appelle, Ouais. c'est le modèle de la Louve, par exemple, hein. Et donc, l'intention vise aussi, je dirais, d'accroître l'accessibilité de certains produits Mm. à certains consommateurs, de favoriser aussi peut-être des produits qui sinon seraient plus difficilement vendus parce que trop chers, justement, parce que produits plus localement ou de manière plus artisanale, hein. Et donc, l'intention est excellente, mais disons que là, encore une fois, il y a une distorsion au niveau du prix qui apparaît et Mm. c'est quelque chose qui peut aussi poser question. Mais je ne vais pas plus loin hein, ici au niveau de ce que j'avance comme tendance qui n'est pas si forte, hein. Je ne dis pas que c'est une tendance qui globalement est en train de prendre une part aussi importante que ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec les conceptions néolibérales, quoi. Mais ce qui est intéressant, si je peux juste Mm. ajouter ça, c'est qu'elle revient, actuellement dans le contexte social, cette tendance, ou ces formes de nouveaux magasins que tu as évoquées. Mais en réalité, elle était très forte dans les années 70. C'est du post-68 art à l'époque hein, qui a développé cette forme de bénévolat. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas duré. Mm. C'est que beaucoup de gens très bien intentionnés avec cette forme-là sont eux-mêmes arrivés à la conclusion que ça ne pouvait pas fonctionner et ont professionnalisé ce qui était fait sous forme bénévole. Et maintenant, ça ressurgit de nouveau et on verra ce que ça va donner. Hein. Mais ça pose effectivement les questions que tu as dites de distorsion du prix. Il y a souvent une mixité bénévolat et personnel salarié. La personne qui nous a posé la question tout à l'heure, d'ailleurs, a ajouté que les citoyens font à la place de l'État, car l'État ne peut pas tout faire, entre guillemets. Et en fait, c'est au nom de la solidarité que les citoyens sont convoqués en tant que bénévoles hein, à ce moment-là. Donc, voilà, c'est dans la suite du constat et de la question qui avait été exprimée précédemment. Ouais. Michel, je te propose de clôturer cette 14e rencontre civilienne. C'est aussi en quelque sorte une espèce de clôture de la saison numéro 1. Et en ce qui concerne une saison numéro 2, point d'interrogation, il faut que nous y réfléchissions, mais avec votre aide, si vous le souhaitez, nous vous invitons à nous rejoindre dimanche prochain, le 4 juillet 2021,
Ça, nous serons vraiment caméra, on l'a déjà dit, caméra ouverte, microphone ouvert, pour vous entendre de vive voix en tous les cas. Et ça va nous aider à déterminer quelle pourrait être la suite, quelle forme lui donner, et ainsi de suite. Je ferai remarquer que lors de la précédente rencontre, nous n'avons pas pu réaliser toutes les idées qui ont été exprimées, mais nous avons quand même pu avancer dans une certaine direction. Par exemple, nous avons créé un forum qui permettait aux uns et aux autres d'exprimer leurs questions, d'y répondre au fur et à mesure. C'est fut une des concrétisations qui fait suite aux précédents échanges. Et donc peut-être que dimanche prochain, il y a encore de nouveaux éléments qui vont pouvoir émerger si vous nous rejoignez, tout simplement. Voilà, une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon où vous vous situez, civiliens, civilienne, et à une prochaine fois, vous recevrez des emails ou de temps en temps, nous vous invitons à circuler sur le site internet civilien.net pour prendre connaissance de la programmation des prochains événements. À très bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.